national alors à l'époque qui s'appelait les anciens combattants victimes de guerre, a été créé à la fin de pendant la Première Guerre mondiale. Je rappelle les chiffres, 1,4 million de morts, 600 000 veuves, 900 000 orphelins. Donc du coup, on a créé un premier office qui était l'Office des mutilés et réformés de guerre en 1916, suivi peu de temps après de la création de l'Office national des pupilles de la nation. Puis, en 1926, a été créé, après la création de la carte du combattant, a été créé l'Office national du combattant. Et en 1935, ces trois offices ont fusionné pour faire l'Office national des mutilés combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation. En 1946, cet office est devenu l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. En 1991, il a pris en charge la gestion de l'œuvre nationale du bleuet de France, qui appartient toujours à l'Office. En 2001, avec la disparition des combattants de la Première Guerre mondiale, s'est posé la question de savoir comment on allait pouvoir transmettre la mémoire. Et donc a été créé le département mémoire au sein de l'Office. En 2009, l'ONAC a pris en charge la gestion et la valorisation des nécropoles nationales et des hauts lieux de la mémoire nationale. En 2010, on a eu le département de la reconnaissance et de la réparation et l'ancien bureau des cartes et titres qui a été intégré à l'Office. En 2013, on est devenu le guichet unique des rapatriés. En 2018, intégration du service central des rapatriés à l'ONAC. Et en 2023, l'Office national a pris le nom de Office national des combattants et victimes de guerre. On a enlevé le terme ancien, puisque aujourd'hui nous avons tous les combattants d'OPEX qui sont des ressortissants de l'ONAC, mais ils n'aiment pas l'appellation anciens combattants parce qu'ils sont toujours dans les armées, ils sont toujours combattants. Donc voilà, c'était une proposition de loi d'une sénatrice. Alors, je vous mets en parallèle les dates importantes pour ce qui est du service du Maroc. Le service du Maroc a été... d'abord, il y a eu la création d'un centre d'appareillage à Casablanca en 1918. Et en 1924, constitution d'un comité des mutilés et réformés à Casablanca. Et en 2011, donc, le service a rejoint l'ONAC, comme tous les services qui étaient au Maghreb. On avait 3 services au Maghreb, un à Casablanca, un à Alger et un à Tunis. Le service de Tunis a fermé, si j'ose dire, faute de combattants. Parce qu'il n'y avait plus suffisamment de ressortissants pour maintenir un service. Cependant, les ressortissants ne sont pas oubliés, puisque nos agents ont été mutés au consulat général de Tunis et continuent à gérer le suivi de ces ressortissants. Alors, les 3 missions de l'ONAC sont d'abord la reconnaissance et la réparation. La reconnaissance et la réparation, c'est quoi? C'est je reconnais que tel individu a participé à tel conflit ou a été victime de tel conflit. D'accord? Et à ce moment-là, cette reconnaissance va générer tout le reste, à savoir en premier lieu la réparation, qui peut se traduire par une carte d'ancien combattant, qui peut se traduire par une pension d'invalidité ou un statut de pupille de la nation. Ensuite, la solidarité, c'est-à-dire que l'Office soutient financièrement tous les anciens combattants, leurs ayants droit, c'est-à-dire les veuves notamment, mais compte tenu de nos ressources limitées, on aide les plus démunis, ce qui est un peu logique. Et on vient en complément de toutes les aides de droit commun. Et puis enfin, la mémoire, j'en ai parlé rapidement, la mémoire, c'est la dernière mission. Alors, au Maroc, on a des missions spécifiques qui sont l'expertise médicale et les soins médicaux gratuits, l'appareillage, et donc il faut savoir en plus qu'on a délégation de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et du service des pensions et des risques professionnels à La Rochelle pour signer ce qu'on appelle des certificats de vie, puisque pour les ressortissants qui sont payés par l'État français à l'étranger, il faut attester régulièrement de sa vie. Et donc le directeur du service peut signer des certificats. Et il faut savoir qu'on est guichet unique pour des ressortissants pour toutes leurs relations avec toutes les administrations françaises.
Donc, reconnaissance et réparation, bon, j'en ai parlé, on va passer rapidement, hein, carte du combattant, titre de reconnaissance de nation, titre d'ancien combattant victime de guerre, et puis toutes les mentions, mort pour la France, mort en déportation, mort pour le service de la nation, et mort pour le service de la République. Réparer, alors réparer c'est quoi? C'est notamment l'allocation de retraite du combattant, c'est la nouvelle appellation de la retraite du combattant, parce qu'une retraite normalement elle est versée mensuellement, là c'est un versement semestriel. Donc en fait le montant de cette allocation est versé en 2 fois. Voilà. Et puis la gestion des droits dits annexes, pèlerinage sur les tombes notamment. Alors, au Maroc, alors là, je vous partage quelques photos de ressortissants qui sont vraiment très attachants. Et moi, ce que j'ai découvert à leur rencontre, c'est qu'ils sont très reconnaissants vis-à-vis de la France. Et ils étaient tous unanimes pour me témoigner que dans l'armée française, il n'y avait pas de différence entre les combattants marocains, les combattants sénégalais, les combattants français. Et ils étaient tous frères d'armes, ils partageaient les souffrances et puis les moments plus jolis. Voilà. Alors, le service a une forte activité. Hein. On reçoit plus de 10 000 ressortissants par an. On a actuellement, alors là les chiffres, ils sont un petit peu anciens, ils datent de fin 2023, parce que j'ai obtenu les fichiers nominatifs de versement des pensions au Maroc. Ce qui m'a permis de confronter ça avec notre base de ressortissants et d'avoir un chiffrage très, très juste et fiable des ressortissants vivants. Depuis cette date, la direction du budget, enfin la DGFiP, refuse de nous transmettre des fichiers nominatifs. Et donc, c'est un peu plus difficile pour avoir une connaissance très précise du nombre de ressortissants. On l'a par type de pension, mais on n'a pas le nom du ressortissant. Et donc, on est obligé d'extraire les doublons, les triplés aussi, parce que parfois, un même individu peut avoir une pension militaire de retraite, une pension d'invalidité s'il a été blessé, et son allocation de reconnaissance de combattant. Donc, il apparaît 3 fois dans la base. Donc, en reprenant toutes choses égales par ailleurs, le pourcentage de doublons et de triplés que j'avais en 2023, j'ai réussi à apprécier le nombre de ressortissants. Et donc aujourd'hui, on peut considérer qu'on a encore 3000 anciens combattants vivants au Maroc, dont 150 de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce sont des honorables papis de centenaires. Je vais vous en présenter quelques-uns. Alors, donc c'est ce que je dis, 4% des ressortissants sont centenaires, 25% ont plus de 90 ans et 78% ont plus de 80 ans. Il faut savoir que le service, comme le Maroc, c'est un pays qui est assez grand quand même, on organise 8 tournées par an. On sillonne tout le Maroc et on va à la rencontre de nos ressortissants. Ces tournées durent à peu près une semaine et au cours de ces tournées, on fait plusieurs étapes dans la ville. Donc c'est l'administration française qui se déplace et qui vient rétablir les droits des ressortissants. Et moi j'ai sillonné le Maroc d'est en ouest, du nord au sud, jusqu'à Oujda, à la frontière algérienne. On descend bien en dessous d'Agadir, hein, vous voyez qu'il y a une mine, voilà, d'autres circuits. Et récemment, juste avant de partir, on a pu aller aussi jusqu'à Daria, donc on est presque en Mauritanie, hein, Daria c'est le grand sud du Maroc, ainsi que l'Aïoun. Alors, la solidarité, là vous avez quelques images, vous voyez certains de nos agents avec les ressortissants, vous voyez l'empathie de nos agents, et puis surtout la reconnaissance des ressortissants à leur égard.
Donc l'action sociale de l'ONAC vis-à-vis de ses ressortissants, et ça, quel que soit le pays, hein, c'est un suivi personnalisé de chaque ressortissant, la mise en œuvre des différents statuts, les financements pour les frais de reconversion professionnelle des ressortissants ayant quitté l'institution militaire. Alors, évidemment, vu l'âge de nos anciens combattants marocains, ça leur applique, ça plus à eux. Mais encore qu'on peut avoir des pupilles de nation aidées. Il faut savoir qu'au Maroc, on avait une victime de l'attentat du Bataclan. C'était un ostéopathe marocain qui était en vacances avec des amis et il a pris 2 balles. Alors, il était sur une terrasse d'un café. La première, heureusement, il avait un blouson d'aviateur, donc elle a traversé le blouson, s'est logée dans son portefeuille sans le baisser, et il en a pris une autre au mauvais. Il nous a dit, j'attendais la 3e, que j'ai mis heureusement. Donc là, vous voyez au Maroc, quand on se déplace, là par exemple, on est à Beni Mellal, sur la photo en bas à gauche. Vous voyez l'affluence des ressortissants. Et la photo à droite, on est à Meknès, sur le parking de l'Institut français de Meknès. Et on est avec notre camion. Quand je vous dis, on est complètement autonome, on a un groupe électrogène, on branche les ordinateurs, on peut en tout temps, en tout lieu, on apporte les droits aux ressortissants. Et donc, en 4 ans, on a distribué à peu près 13 millions de dirhams de secours financiers à nos ressortissants. Et moi, pendant 4 ans, je me suis battu pour améliorer tous ces droits. Quand je suis arrivé, les veuves ne pouvaient percevoir un secours qu'à partir de 65 ans. Et donc, en 2 étapes, j'ai réduit l'âge de 65 ans à 55 ans. La première fois, j'ai dit, c'est pas logique. L'âge de la retraite au Maroc, c'est 60 ans. Pourquoi on ne met pas les veuves à partir de 60 ans? Voilà. Et puis ensuite, j'ai réussi à baisser parce qu'on avait malheureusement, à l'occasion de notre tournée, on rencontrait des femmes qui étaient sans aucune ressource, sans emploi dans les bleds. Elles avaient moins de 60 ans et je ne pouvais pas les aider. Donc j'ai réussi à baisser à 55. Autre chose, on avait un système à points en fonction du passé militaire, en fonction de la situation sociale, des conditions, de l'état de santé, un certain nombre de critères. Et avec une cotation, on attribuait les secours aux anciens combattants. Sauf que ce n'était pas logique, parce que le ressortissant à l'origine, c'est l'ancien combattant. Le secours des veuves était de 3000 dirhams. Le secours minimum, le plus bas secours qu'on attribuait aux anciens combattants était de 2500 dirhams. J'ai dit, non, le secours il va passer à 3000. Il faut que le combattant ait au moins autant que sa veuve. Ensuite, il y avait un effet, un double effet qui se coule, si j'ose dire, l'effet de seuil. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine ressource, on ne donnait pas de secours. Sauf que des fois, vous aviez un individu qui avait un passé militaire assez glorieux. Il était 10 dirhams au-dessus du seuil, il avait 0. Celui qui avait fait juste 4 mois en Tunisie, s'il était juste 10 dirhams en dessous, lui, il avait un secours de 5000 dirhams. Donc, on a appliqué un coefficient, c'est-à-dire qu'il y avait 3 seuils. Premier seuil, on divisait le secours par 2. Deuxième seuil, on divisait par 4. Troisième seuil, il n'y avait plus de ressources, plus de secours. Et puis, une chose que j'ai rétablie aussi, c'est qu'en France, on regarde la situation sociale, et donc une même personne peut être aidée plusieurs fois. Et donc, alors qu'au Maroc, quand je suis arrivé, les personnes étaient aidées, pouvaient déposer un dossier de secours une seule fois par an. Donc on a porté à 2 secours par an. Bravo. Là, vous avez on est en commission. Alors, la mémoire et la citoyenneté, donc en fait, au Maroc, comme on l'a dit, il y a certains sujets qui sont un peu délicats. La pacification, c'est un peu délicat à aborder avec les autorités
nationalité marocaine. Donc au Maroc, on a 2 célébrations qui sont le 11 novembre et le 8 mai. Voilà. Et donc on fait des cérémonies où sont présentes les autorités civiles et militaires marocaines, ainsi que tous les ambassadeurs présents sur le territoire. Ici, vous avez une photo avec M. Dabani, qui est un ancien prisonnier du Viet Minh, et on faisait un atelier porte-drapeau avec les élèves d'un lycée de Ramat. Donc la mémoire et la citoyenneté, il faut savoir que l'Office est l'opérateur majeur de la politique mémorielle développée par le ministère des Armées. Et donc l'émission, c'est commémorer, transmettre la mémoire des conflits contemporains. Alors au Maroc, il faut savoir que le Maroc a la chance d'avoir une mémoire apaisée avec la France. Et donc on a un partenaire institutionnel qui est la direction d'histoire militaire des forces armées royales. Et là, donc, vous voyez la directrice générale, avec Salah Benelach, qui a été décorée à Bastia le 28 septembre 2023. Elle est avec le général El Mehdi, qui est le directeur de l'histoire militaire. Et puis, parmi les conférenciers, certains reconnaîtront peut-être Baïja Simou, la directrice des archives royales. Alors, il faut savoir que pour développer la mémoire, on fait travailler les élèves. Et donc là, notamment, vous avez le lycée international Louis Massignon de Casablanca, qui a reçu le label Mission Libération pour un travail qu'ils ont fait sur le parcours des Goumiers lors de la libération de la Corse. Donc, l'organisation des cérémonies patriotiques nous permet d'honorer nos anciens combattants marocains. Ici, vous avez quelques photos. Donc, le président Macron qui décore en haut Salah Benelach, dont j'ai parlé. Et puis, en bas, Jawal Arbi. Alors, Jawal Arbi, je l'ai découvert en 2023. Il est arrivé au service. Il était méconnu du service. Il avait fait la Deuxième Guerre mondiale. Il avait fait l'Indochine. Et il était accompagné de son fils. Donc quand il nous a raconté son histoire, on est allé chez lui prélever son témoignage. Et à la fin du témoignage, je lui ai dit, alors il vient de fêter ses 100 ans, mais à l'époque il avait 97 ans, un petit bonhomme d'1m55, 50 kg tout mouillé. Et je lui dis comme ça, mais est-ce que la France vous a bien rendu ce que vous lui avez donné? Il me dit oui, je ne me plains pas. Et je lui dis ce serait à refaire, vous le referiez. Et là, il se lève, il me salue et il me dit si la France a besoin de moi, je réponds présent. Bon, il faut savoir qu'on a aussi travaillé avec l'ambassade de Corée, faisait un travail sur les Marocains ayant participé au sein du bataillon français de l'ONU à la libération de la République de Corée. Je suis allé avec un agent au service des archives à Pau et on a donné une liste de combattants marocains et ils ont retrouvé une des filles de l'un d'eux et qui a été mise à l'honneur. Alors, les veuves sont aidées, mais sous condition que l'ancien combattant soit reconnu comme ancien combattant, et donc qu'il ait la carte du combattant. Or, le fait est que dans le bled, bien souvent, les gens n'avaient pas l'information, et donc moi je me suis battu pendant 4 ans pour essayer de pouvoir aider ces veuves qui du coup ne sont pas ressortissantes. Et j'ai participé au Grand Trail de la vallée du Drap, 180 km à pied dans le désert pendant 5 jours, pour ouvrir une cagnotte. Ça a ému le président de la Fondation diplomatique, qui a mis la France à l'honneur lors du gala diplomatique de janvier 2025, et on a pu aider une 50aine de veuves entre les fonds recueillis et moi ce que j'avais recueilli avec la cagnotte, à laquelle d'ailleurs la CUNIA a participé. Voilà. Alors c'est pas un ancien combattant, mais on a un Marocain qui a été fusillé au Mont-Valérien. Et donc, avant de partir au Maroc, en juillet 2021, je suis allé visiter le Mont-Valérien avec les anciens collègues,
Et j'ai posé la question, est-ce qu'il y a un Marocain parmi les fusillés? On m'a dit, oui, il y en a un, David Ohayon. Et donc je suis arrivé au Maroc avec ce nom, la date à laquelle il a été fusillé, et j'en ai parlé aux établissements scolaires. Je leur ai proposé de faire quelque chose. Ils ont fait une pièce de théâtre. Alors, c'est une fiction, c'est-à-dire, elle s'inspire de la vie réelle de David Ohayon, et puis elle mêle voilà, un certain nombre de choses. Et il faut savoir qu'on a joué cette pièce à la préfecture de Nanterre devant des petits-neveux et neveux de David Ohayon. C'était très émouvant. Voilà, alors bon, l'appareillage, je passe rapidement. J'ai dit, il a été créé en 1918, j'ai bientôt fini. 1918. Il faut savoir que, comme on était le centre d'appareillage du service de Casablanca, était le seul à faire de l'appareillage à une certaine époque, on est devenu vraiment la référence au Maroc et on a formé les orthoprothésistes marocains du domaine public et on a appareillé aussi les militaires des forces armées royales. Alors malheureusement, le centre, je l'ai fermé le 31 juillet 2025 puisqu'on n'avait plus que 8 mutilés de guerre de l'armée française, donc ça ne justifiait plus un service, mais on a transféré toute la compétence vers les spécialistes privés, enfin les fournisseurs privés de grands appareillages, sachant que pour le mutilé, en fait, aujourd'hui, il y a toujours moins d'expertise, on refait la même prothèse. Et il faut savoir qu'on accueille, pendant ces formations, on accueillait aussi des stagiaires français en BTS d'orthoprothésie. Et donc, on leur délivrait la formation gratuitement. Et en contrepartie, ils venaient avec du matériel. Et ce matériel, en 20 ans, nous a permis d'appareiller 2000 indigents marocains qui, sans nous, n'ont jamais pu être appareillés. Parmi eux, un champion olympique, paralympique des Jeux de Paris, Mohamed Lana. Mohamed Lana, c'était un gamin des faubourgs de Casablanca, qui a été appareillé par le sport, qui s'est reconstruit par le sport. Médaillé d'argent au triathlon paralympique. Donc voilà, bon, le service était fermé. Et le Bleuet de France, pourquoi je vous en parle? Parce que tout simplement, au Maroc, on a le seul établissement, seul EHPAD, labellisé Bleuet de France à l'étranger. Voilà, c'est la maison de Suissi à Rabat. Et donc là, je suis avec son Excellence, Monsieur Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, et on remet le label voilà, le Bleuet de France. Voilà, merci pour Merci infiniment, merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Désolé merci pour cette